Salut à tous les amis, bienvenue dans cette deuxième édition de débat cinématographique. Oui. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Arthur, que je vous présente. Voilà. Donc vous remarquez que le décor c'est pas tout à fait le même. On est chez moi. Et voilà, c'est parce que du coup en fait c'est ta vidéo qui va inaugurer ta chaîne YouTube. C'est ça, ouais. Je vais ouvrir une chaîne YouTube dans peu de temps qui parlera aussi cinéma. Donc du coup, vu qu'on a plus ou moins les mêmes, puisqu'on parle plus ou moins de la même chose, peu près, ouais. on a décidé de faire enfin c'est toi qui m'as proposé de faire une chronique, un débat ensemble. Du coup, je lui ai dit on va tourner ça chez moi. Donc voilà, on va discuter tous les deux. Donc ouais, je te laisse du introduire coup, le sujet. le sujet aujourd'hui qu'on a décidé c'est science et science-fiction en fait. C'est ça. Où est la limite, jusqu'où les réalisateurs peuvent aller pour trahir les sciences ou réaliser un film, voilà. Du coup je te laisse introduire la science-fiction pour commencer. Alors moi je pense pas avoir de notions exhaustives, mais ce que je peux dire déjà c'est que voilà, pour moi la science-fiction commence, on est plus ou moins d'accord là-dessus, avec un petit peu avec Méliès, notamment pour moi Metropolis. Pour moi c'est là que vraiment ça introduit vraiment la SF au cinéma. Voyage au centre de la Lune, je crois que c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Plutôt. La science-fiction au cinéma, pour moi ça commence avec Metropolis. Après évidemment il y a eu toutes sortes de films, il y a eu beaucoup de films nanars, vous connaissez tous Plan 9 from Outer Space, qui était de la SF malgré tout. Il y a eu plein de choses, alors évidemment je connais pas. La guerre des mondes aussi, effectivement. La guerre des mondes quand même, ouais. J'avais oublié la guerre des mondes. Mais dans la SF, tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est la SF. On a eu les Star Wars. Pour moi, c'est aussi le retour de la SF. Ouais, je pense que c'est plus 2001 quand même. 2001 de l'espace qui est vraiment assigné les lettres de noblesse de la SF. Alors, oui, les lettres de noblesse, d'accord. Mais le retour auprès du grand public comme quelque chose de regardable, pour moi, c'est Star Wars et Star Trek. Ouais, Star Trek avait le côté un peu underground, quoi. C'est vraiment un peu plus, voilà. Pour moi, c'est Star Wars, le retour de la SF. Et après, on a eu régulièrement des moments de SF des plus ou moins forts. Notamment, je pense à Retour vers le futur. Oui. On a eu de la SF qui se mélangeait un peu avec du film d'horreur avec Alien. On a eu aussi Predator qui est un petit peu, c'est quelque part c'est de la SF. Je pense qu'on peut pas appeler ça un film fantastique ni un film d'horreur notamment. Donc vraiment on a eu tout type de SF. Le SF s'est passé un peu partout. Donc du coup je pense que c'est un sujet intéressant à aborder. Maintenant la SF c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose que je connais peu de personnes qui disent non moi j'aime pas les films de SF, de science-fiction. C'est quelque chose que tout le monde on a tous à peu près vécu avec. Voilà quand on voit les cartons que font les films du style Pacific Rim, ce genre de choses, on se dit que la SF, à mon avis, elle a un grand avenir devant elle. J'espère que ça va pas s'essouffler. Ça, c'était pour la SF, vraiment la science-fiction au cinéma. Ouais, alors au niveau de la science, je vais peut-être pas vous présenter la science en elle-même parce que c'est quelque chose de très vaste et de très compliqué. Il y a beaucoup de domaines de recherche de science, la biologie, la physique, le quantique. Non, mais globalement, il y a plusieurs types de sciences qui ont été exploitées au cinéma. Et je dirais que science et cinéma, c'est même vers les origines du cinéma au final, parce que quelque part le cinéma a toujours posé un univers qui ressemblait au nôtre et implicitement obéissait à nos lois physiques. C'est vrai. Et donc au niveau de la science-fiction justement c'est la science-fiction et le fantasy et l'heroic fantasy, dark fantasy, peu importe. C'est vraiment l'endroit où la frontière avec les sciences est la plus visible dans le sens où on n'est pas forcément dans un univers qui régit selon nos lois à nous. Par exemple dans le Seigneur des Anneaux, dès qu'on est dans le film, on fait implicitement le truc dans notre tête qu'il y aura des trucs qui volent, des dragons. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est propre à la fantasy. La fantasy ne suit pas des lois scientifiques, elle établit ses propres lois. On reviendra là-dessus, parce que j'ai mon avis propre là-dessus, mais on reviendra là-dessus. Ouais. Mais comparé à la science-fiction, justement, qui elle. Se permet de jouer avec la physique selon différents univers quoi. Par exemple il y a des univers où comme celui de Star Wars ou de Star Trek où les tirs font des bruits dans l'espace. Et où il est possible de se déplacer dans l'espace comme dans l'ère actuelle. Ouais, pur souci de mise en scène et de scénario. Et il y a des films comme genre 2001 de l'espace ou plus récemment Interstellar où effectivement là ça colle aux règles scientifiques, s'il n'y a pas de son dans l'espace, quand tu te déplaces dans l'espace tu te déplaceras toujours dans la même direction, les vraies lois scientifiques. Et je dirais que donc la science au cinéma en fait c'est un choix de réalisation principalement, mais ça peut aussi traduire des envies de budget ou des trucs de ce genre quoi. D'accord. Voilà. Donc d'accord, ok. Et est-ce que tu as des films vraiment pour toi qui sont marquants en termes de science, c'est-à-dire des films où tu t'es dit là ça y est, le réalisateur joue vraiment avec la science au cinéma? Interstellar. Ouais, Interstellar, ouais. Interstellar. Je pense aussi à Gravity où vraiment là il y a toute la science qui est foutue dedans. Notamment aussi, on pourrait parler de 2001 naturellement, où Kubrick a quand même fait des putains de plans qui suit la gravité du gars. Tu sais quand il court comme ça, il fait sur le guide. Le plan qui le suit, qui est un des plans les plus impressionnants pour moi.
absolument raison. De toute façon, c'est Kubrick, hein. Oui. Excusez-moi, on a bu un coca juste avant. Oui, toujours là. Ouais. Après, d'autres films, effectivement, d'un point de vue science, on pourrait parler des films de Michael Mann, effectivement, où là, c'est où vraiment ça colle l'informatique. C'est assez compliqué, d'après ce que j'ai compris. On peut parler aussi éventuellement de Matrix, qui joue beaucoup sur l'informatique aussi, avec l'univers de science-fiction qui lui aussi régi par ses propres règles. Et justement, Neo qui prend plaisir dans la matrice à déformer les règles de la physique pour jouer avec, qui est très intéressant donc d'un point de vue scientifique, parce que là vraiment il y a un effort de recherche, de mise en scène. Après, je sais pas, je vois pas d'autres trucs là qui me viennent en tête tout de suite. Moi, en termes de science pure, je dirais, oui, donc on est d'accord sur 2001. J'en avais un qui vraiment me disait un truc, là il me reviendra pas, de toute évidence il me reviendra pas. Oui, de toute façon pour moi, les films qui vraiment remettent en question les lois de la physique, pour moi c'est le retour vers tout ce qui est retour vers le futur, le voyage dans le temps. Oui, là on est dans l'armée des 12 singes, ce genre de choses, c'est des voyages dans le temps. Là on est sur du, pour moi là on remet vraiment en cause la base même, quoi, l'avancée du temps. C'est quelque chose qui paraît, c'est jamais, enfin pour moi c'est absolu. Tu penses que c'est d'accord, pour toi c'est intouchable, enfin scientifiquement je sais pas, mais scientifiquement c'est pas du tout intouchable. C'est ce qui nous a prouvé la relativité de restreinte de Einstein en général, mais dans les films en fait, effectivement il y a toujours ce côté implicite que le temps est absolu. Le temps peut s'écouler d'une manière uniforme, et par exemple beaucoup de réalisateurs, notamment Christopher Nolan avec Memento, montent des segments partout comme ça et rend le temps qui n'est plus absolu. Il tord le temps à et ça c'est un mécanisme de base du cinéma, c'est du temps. Le temps vraiment soit c'est linéaire, soit c'est fragmenté. Et la fragmentation justement c'est déjà un premier pas dans la trahison entre guillemets des sciences, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Mais quelque chose que moi je voulais aborder, c'est que moi à partir du moment où je sais que je suis dans un film, j'accepte l'univers qu'on me présente, sans forcément le remettre en cause. Je demande pas à ce qu'un univers soit extrêmement scientifique, parce que moi j'ai pas les notions scientifiques. Et je pense que dans la majorité des cas, la plupart des gens n'ont pas les notions scientifiques. Les gens ont peur des sciences. Les gens ont peur des sciences, je pense. D'accord. Mais moi je pense que les gens n'ont pas forcément les notions scientifiques. Du coup, j'essaye pas vraiment de me baser sur des vraies théories. C'est intéressant de se dire, si ça pouvait se passer, c'est possible de le faire. Ça sera possible dans des milliards d'années si on pouvait le faire. Par exemple, on se dit Jurassic Park. Techniquement, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible de ramener un dinosaure à la vie, mais faudrait que ce soit capturé. Enfin, dans l'ambre, par contre, que le moustique soit dans le l'ambre, c'est quasiment impossible. Ah non, ça c'est scientifiquement impossible. Dans la glace, c'est possible. Il faudrait avoir un ADN parfait comme ça, c'est vraiment des conditions. Ils ont quand même ressenti un mammouth complètement congelé de la glace, donc comme quoi c'est peut-être possible. Oui, voilà, il y a peut-être des choses possibles. Faut le chercher ce moustique. Oui, c'est ça, faut le trouver ce moustique, un petit moustique à la con. Il va falloir créer l'ADN, mais alors là on n'y est pas. Dans cet intérêt-là, de montrer, de dire voilà, on part d'un principe qui est vrai, et voilà ce qui est possible. On se dit c'est du. Donc là, pour moi, le meilleur exemple c'est Jurassic Park. On est parti du principe que c'est possible, on peut le faire. On sait pas quand on arrivera à le faire, mais un jour on le fera. Si on trouve le moustique parfait, machin, on pourra le faire. On le fera. Donc du coup il y a ce côté, d'accord, c'est possible, du coup on peut regarder, mais après au final je trouve que dans le film ça a pas de grande importance. Tu peux regarder le film sans te dire ça. Du coup je m'en fous. C'est comme Lucie qui a fait grand débat sur l'esprit de oui, mais on n'utilise pas vraiment que 10% de notre cerveau. Bon voilà. C'est une théorie de base. C'est une théorie, même Luc Besson l'admettait lui-même, je le répète encore, ça a déjà été dit maintes et maintes fois par plein de gens sur internet, mais je le répète encore une fois, c'est quelque chose que Luc Besson savait complètement. Mais il a joué avec ça pour offrir du grand spectacle. Donc on a cette vision de partir d'un principe de base pour offrir autre chose, en partant de ce principe, pour le grand spectacle, et on a l'autre vision qui dit on va dire que c'est vrai, mais c'est juste pour le film. C'est comme dans Star Wars, on va dire ok, ça fait pas de bruit dans la place, mais c'est juste pour le film. Oui, c'est juste pour le film. C'est juste pour le film. Et moi je suis plus proche de cette vision-là, parce que le cinéma, dès le début, ça a toujours été de la manipulation, de mettre un cadre de telle manière, ça a toujours été de truquer le réel. Donc du coup, pour moi, quand on vient me dire mais c'est pas scientifique, j'ai presque envie de dire mais c'est pas grave. Le film fonctionne sans. Si le film fonctionne lui-même, il n'y a pas de raison de dire mais là ça c'est pas logique et tout. Enfin c'est pas ça me paraît pas moi ça m'embête pas. Après évidemment quand le mec dans un film d'action fait des trucs qui sont complètement improbables, impossibles, là je dis ok, tu te fous un peu de ma gueule, parce que l'univers a pas été présenté comme quelque chose de fantastique. Donc par exemple quand dans Die Hard, je sais plus c'est lequel, où t'as un plan que j'avais bien aimé d'ailleurs, le mec se cache entre deux voitures, il y a une voiture qui lui fonce dessus et qui s'arrête, il y a deux voitures qui se mettent pile poil ici, ils sont au centre, la voiture se met pile poil là et elle est censée complètement les écraser, mais non, les voitures sont suffisamment solides pour que la voiture rebondisse comme si c'était sur un trampoline, c'est n'importe quoi.
YOLO. Là j'ai fait, ouais, ok, on est là, c'est YOLO. YOLO. Mais bon, ça offre quelque part du grand spectacle. Oui. On est tous conscients que c'est n'importe quoi. Mais je pense que le réalisateur aussi, il est pas con. Il sait que nous, quand on va voir ça, on va se dire, ouais, bon, ok, tu t'essaies de me prendre pour un baby, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je suis là pour me divertir. Donc il y a cette part de, moi je pense qu'on peut jouer avec les règles. On peut jouer. Si c'est pour que le film soit cohérent, que le film remplisse sa mission en tout cas. Voilà. Moi tu vois effectivement, je suis à peu près d'accord avec toi que quand le film utilise les règles énoncées par les sciences tout ça, dans le but de servir le propos du film, il y a aucun problème là-dessus, je peux tolérer. Mais c'est quand effectivement que dans des films où les règles sont mises à mal n'importe comment et où c'est juste maladroit en fait. Et notamment le gros exemple qui me vient, c'est surtout 2012. Je le savais. Je voyais 2012 écrit en gros sur tes yeux. 2012 où en fait effectivement le film pose un principe de base qui est... Ouais, bah oui. C'est un peu bancal mais ça passe. Mais il y a vraiment des fois où effectivement où c'est n'importe quoi, notamment le coup des vagues énormes. Je suis désolé, mais même, tu peux faire tomber tout ce que tu veux dans l'océan, les vagues elles font pas cette taille-là, putain. Oui, bon, d'accord. Mais moi, voilà. Je pinaille là, je juste défonce. On est tous d'accord que 2012, il y avait des gens qui y croyaient. Bon, ils étaient pas beaucoup, hein, mais il y a des gens qui y croyaient à 2012. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on parle d'un petit principe, quoi, un truc, un fait divers, un truc que les gens se disent, ah ouais, ça peut peut-être exister. Bon, c'est. Par exemple, on peut parler Pacific Rim. Celui-là, il est vraiment intéressant comme cas parce que beaucoup de gens ont dit à sa sortie, c'est des big, mais en fait, le truc, c'est que Pacific Rim, les travaux du script et tout ça ont été basés sur des véritables travaux scientifiques dans le but d'essayer de connecter non pas une moitié de cerveau mais un cerveau à une machine. Il y a eu des travaux comme ça et le film a repris ce projet là et l'a un petit peu actualisé en fait. Et je trouve ça intéressant effectivement comme... Mec, oui, vas-y, je te laisse continuer, je dirais ce que j'en pense des gens qui disent ça, mais bon. Mais voilà, mais effectivement je trouve ça intéressant justement que le film se soit basé sur des véritables théories scientifiques pour bâtir après son univers et sa logique. Voilà, du coup... Mais enfin, les gens qui disent ça, ouais mais ça existe pas, c'est compliqué, faut rêver un peu dans la vie, je veux dire, c'est pas, voilà, faut rêver. Vous avez jamais vu Disney ou quoi, genre, voilà, il faut un peu rêver, c'est oui d'accord, ok, c'est cool. Mais pour moi l'argument scientifique c'est l'argument du mec qui a plus d'arguments. Ouais, c'est vrai, dans un film pour moi ça fait pas, voilà, ça fait pas pour moi, c'est pas quelque chose de ultime. Pour moi c'est un argument qui prévaut pas énormément. Ouais. Dans la mesure où si le film est cohérent avec lui-même juste dans son univers, parce qu'un film c'est un univers, faut au moins qu'il fonctionne lui-même tout seul, pas comme les films Marvel, mais faut qu'au moins que le film fonctionne dans son univers propre. Et après, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de raison. Quand dans Rubber, bon c'est pas un film de science-fiction, mais tu l'as vu Rubber ? Non. Non, bon. Dans Rubber, tu connais rien du tout de Rubber ? Que dalle. Bon, alors c'est l'histoire d'un pneu qui roule. C'est un pneu qui roule en fait, et dans un désert. Je saurais pas exactement dire où c'est. Et le pneu, je vous raconte pas tout ce qui se passe avant parce que c'est un film de Quentin Dupieux, donc c'est toujours très compliqué. Mais le film donc, montre l'histoire d'un pneu qui roule dans le désert, et c'est en fait, il s'arrête parfois sur des gens. Et genre, il se met à vibrer comme ça, à vibrer un peu comme dans Scanners en fait, et il fait exploser les gens. Et on s'en fout, tu vois le film, tu te dis ouais d'accord, tu te dis ouais bon, tu verrais le film comme ça de base en te disant putain c'est un pneu qui roule, c'est complètement débile, sauf que la première scène c'est un mec qui vient te voir face caméra, qui s'adresse à la caméra, un personnage du film qui arrive et qui dit ouais mais dans E.T. pourquoi l'alien il est marron ? Bah y a pas de raison quoi. On s'en fout, il y a aucun sens. Il te dit ça pour plein de films. Pour JFK de Oliver Stone, il te dit ouais pourquoi est-ce que le mec a tiré sur JFK, j'ai oublié le nom du tueur. Il y a pas de raison, il dit toujours il y a aucune raison. Il fait la vie, il dit la vie c'est no raison. Dans le film, je l'ai vu en anglais, du coup c'est no reason. À chaque fois il dit il y a aucune raison. Du coup il fait ce film c'est un hommage aux no raison, et du coup tu peux pas, à partir du moment où tu peux pas dire ouais mais ça existe pas, il y a un pneu qui roule, c'est débile, le pneu il roule tout seul et après il se réincarne, enfin bref. On s'en fout. Si le film fonctionne dans son univers propre, il n'y a pas de raison de lui reprocher ça. Donc moi quand quelqu'un vient me dire oui mais scientifiquement c'est pas probable, je dis mais ferme ta gueule, retourne, je sais pas, ouvre un peu ton esprit 2 secondes et puis voilà quoi. D'ailleurs c'est marrant que tu parles de Quentin Dupieux parce que justement ça me fait repenser à Wrong, qui est justement un film qui prend plaisir à inverser tous les codes des genres de films, genre notamment le coup de il pleut dans le bureau mais il y a des serviettes pour sécher donc c'est cohérent. Et je trouve ça intéressant justement ce genre de film parce que c'est vraiment un effort d'ouverture d'esprit qui est à faire pour accepter l'univers qu'on nous présente.
Soit l'univers se passe dans un univers où les règles n'ont pas besoin d'être énoncées, auquel cas on fait implicitement le lien, c'est normal, c'est notre monde. Soit ça se passe pas dans notre monde et auquel cas il faut les énoncer et tout ça. C'est ça. C'est pourquoi dans la figure classique du scénario, ça se passe en 3 actes et le premier acte sert à poser son univers. Voilà. C'est pour ça que c'est construit comme ça. Parce que s'il y a un événement complètement surnaturel qui survient en plein milieu, on comprend pas. Alors ça peut avoir parce que ça c'est une règle implicite au cinéma. On peut pas arriver à faire subvenir un élément comme ça en plein milieu d'un film si ça n'a pas vraiment comment dire, si ça n'a aucune cohérence. Oui. Mais par contre, ça peut être fait s'il y a un véritable savoir-faire, parce que là, le cinéma, si c'était toujours pareil depuis les années 30, si ça avait jamais évolué, si les gens avaient jamais remis en cause les règles, on n'aurait jamais avancé. Et ce serait un art mort, je pense. Merci Godard. Oui, c'est ça. Oui, merci Godard. Merci connard. Oui, on a des. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Mais il y a certaines choses qu'on peut remettre en cause, qui font avancer les choses, notamment. Donc voilà, cette idée de merde, j'ai oublié le sens de ce que je voulais dire à cause de toi, enfoiré. Bon, ça coupera. Voilà. L'idée, ce que je voulais dire, c'était on peut faire subvenir, voilà, faire surgir quelque chose dans le film avec un véritable savoir-faire. Par exemple, dans Enemy de Denis Villeneuve, tu as vu ? Non. Non. Donc de Denis Villeneuve, à la fin du film, il y a un truc complètement, je te spoil pas, il y a un truc complètement bizarre. Tout le film se passe dans un univers vraiment, enfin non, quoique si c'est un peu avancé avant, mais le film, on pourrait enlever ces scènes-là, qu'on comprendrait le film pareil. Et il y a vraiment des scènes un peu étranges avec une espèce d'araignée géante. Et c'est vraiment dans un film qui paraît assez normal, entre parenthèses, c'est particulier, hein, mais il y a quand même une part de réalité, c'est assez réel quand même comme univers. Ce truc survient en plein milieu. Mais Denis Villeneuve, c'est pas n'importe qui, il fait bien les choses, donc du coup, on arrive à même si ça survient et que ça n'a jamais été annoncé à l'avance, enfin pas vraiment réellement annoncé comme ça, ça survient dans le film, mais c'est très bien fait. On arrive à accepter le truc parce que c'est bien fait. Donc il y a des mecs qui vont dire ouais mais on peut faire un peu ce qu'on veut. Non, il faut que soit dans le premier acte tu poses ton univers, soit tu le ferais après à tes risques et périls au cas que ça passe pas avec certaines personnes. Mais il faut avoir pour moi il faut avoir véritablement un savoir-faire pour arriver à ça. C'est un véritable savoir-faire. Ça me rappelle Gaspard Noé dans ses films, effectivement, lui qui a. J'ai vu aucun de Gaspard Noé, désolé. Mais il n'y a aucun souci. Vas-y. Je repensais à Enter the Void, effectivement, où c'est un film en fait où on suit l'âme d'une personne et au début du film le mec est encore vivant et vers le milieu du film, bon, je spoil rien en disant ça, il se fait tuer et du coup on suit son âme voler en fait entre les différents piliers de sa vie et jusqu'à sa réincarnation future et vraiment c'est super intéressant, mais le film ne prépare pas à ça en fait. Enfin, le film, de tout ce que tu sais, c'est que tu suis le point de vue du mec en fait, tu es dans ses yeux quoi, c'est comme le FPS. Ouais, une vue subjective. Voilà, une vue subjective, mais tu ne comprends pas forcément l'intérêt. Et en fait, plus tard, dès qu'il meurt, en fait, et là tu vois son âme voler, là tu fais ah l'enculé. Oui, d'accord, c'est bien joué. Et effectivement, rien ne te prépare à ça. Tu vas pas te dire que le mec il va s'envoler, il va se balader n'importe où. Tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Mais c'est fait avec un vrai savoir-faire. Par exemple, il y a un vrai savoir-faire dans le film. Si Uwe Boll te fait ça dans un film, tu vas te dire non, gros con, casse-toi. Voilà, c'est ça. C'est mauvais. Les sciences dans le grand spectacle, on a remarqué depuis la sortie de Star Wars, c'est Star Wars qui a vraiment officialisé le truc quoi. En arrivant en te disant il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Voilà. Déjà rien que cette phrase d'introduction te dit tout ce que tu connais, tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier, tu peux essayer de. On a des sabres laser qui font des lasers qui s'arrêtent, on peut tirer des lasers, ils sont visibles, on peut même esquiver des lasers. Pas des lasers, ce sont des cristaux qui envoient des sabres laser. Et ça c'est le sabre, enfin voilà. Tu vois, non. Oui, c'est le cristaux effectivement qui fait les sabres laser. Je connais Star Wars aussi. Hein. Oui, bon, je déconne, je plaisante. Mais effectivement, l'univers de Star Wars, lui, c'est vraiment. Ça a été déjà fait avant, notamment Star Trek. Star Trek ça existe avant Star Wars, c'est 69 je crois. Le début de la série avec tout le casting. Là déjà on avait mettez les boucliers harmoniques en position 3 pour foncer sur le soleil et remonter le temps. It's a trap. Et genre c'était n'importe quoi avec des aliens et tout. Ah mais Star Trek c'est un festival, c'est un festival. Dans festival c'était dans festival. Dans Star Trek c'était ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens parce qu'à cette époque-là les gens ont fait ah ouais Star Wars et les gens sont rentrés dedans. Ça a eu un succès de ouf. Maintenant dès qu'un film sort, il y a des gens qui vont venir te faire chier, ouais mais ça c'est pas cohérent et tout, qui vont juste être emmerdants sur quelques détails. C'est marrant parce qu'avant on n'avait pas cette vision là, enfin j'ai pas vécu cette époque là mais quand j'entends mes parents, des gens plus vieux en parler,
c'était presque normal pour eux de voir des trucs pas normaux. Et nous, maintenant, on est tellement habitués à voir ce genre de trucs, on devrait rien dire. Ça devrait être logique. Et bizarrement, il y a encore des gens qui. Enfin, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens, juste pour se démarquer, qui sont arrivés et qui ont dit ouais, mais ça c'est pas logique, Pacific Rim, devrait pas y avoir c'est n'importe quoi, c'est des gros robots, puis il y a pas de. Pourquoi il y a du son dans l'espace dans Star Wars? Je comprends pas, parce que c'est marrant, avant on n'avait pas cette vision là. Moi je pense que c'est juste une morale de casse-couille, de dire ouais mais ça c'est pas vrai, c'est. Aussi une morale de casse-couille. C'est une morale de casse-couille, faut juste vouloir. Enfin, comment j'explique pas cette transition, comment est-ce que quelqu'un a pu comment est-ce que des gens ont pu se dire ça alors qu'avant ça passait complètement. Du coup, moi, ma manière de l'expliquer, c'est que c'est des gens qui veulent se rendre un peu intéressants et dire ça. Alors après, je suis totalement ouvert de discuter avec ces gens-là. Mais... Oui, bien sûr. Mais alors, effectivement, moi qui ai vu d'autres parts du cinéma en termes de science-fiction, notamment le cinéma japonais, notamment le cinéma de Keiichi Uega là-dessus. Alors, je sais, je vais faire mon choix avec le Keiichi Uega, mais il faut en parler. Vas-y, moi, le cinéma japonais, c'est un non-sens. D'accord. C'est un paradoxe, c'est une division par zéro, c'est tout ce que vous voulez, quoi. D'accord. Parce que vraiment, dans les films de Keiichi Uega, des fois c'est à la limite du nanardesque. Moi je défends ces films en disant que c'est pas des nanars, mais c'est vrai qu'au niveau des sciences, effectivement, il y a ce côté vraiment complètement loufoque et on en a rien à battre, quoi. Et le côté effectivement qu'il y avait les vieux films de science-fiction, notamment La Guerre des Mondes de je sais plus qui. Spielberg, le premier, je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est le premier, mais le Spielberg, le remake, qui est très bon, hein. C'est excellent. Parce que il y a plein de gens qui. Enfin, déjà, ce film, il a pris un bâche. Parlons un petit peu de ce film. Oui. Ce film, il a pris un bâche total auprès des critiques. Vraiment, il y a eu un bâche de ce film, un bashing horrible des critiques. Alors que moi, je trouve que ce film est vraiment super bon. Ouais. C'est pour moi un super film. Beaucoup il est sorti un peu dans la même époque que Je suis une légende. Ces films un peu qui essaient vraiment de mettre un peu. La fin du monde, mais un peu différemment. Il y a eu Emmerich qui est passé par là, qui a fait péter la Maison Blanche, et puis il y a. Non, il y avait des films un peu plus. Non plus, mais avec des films un peu plus intimistes, je pense. Mes grosses références là-dessus, ce serait plus Je suis une légende et La Guerre des Mondes, qui mettait vraiment au centre une famille, quoi. Une famille plus la famille, l'homme, un mec tout seul, quoi. T'en as pensé quoi, toi, du coup? T'as trouvé que c'était bien? Ouais. Parce que je trouve que le film apporte bien ces trucs. Y a pas de, enfin, le setup build-up est pas trop honteux, quoi, dans le sens où le coup de la maladie, si je me souviens bien, je crois que c'est introduit vers le milieu du film. Deus Ex Machina, ouais. Ouais, c'est un peu un Deus Ex Machina, ça. Non, c'est introduit à la fin. C'est introduit à la fin, ouais. Dernier acte, c'est oh putain, on va tous crever, il y a des aliens partout, il y a des militaires, ah bah il est mort. Fin du film, voilà, c'est fini comme ça. Il y a des veines rouges et tout. Du coup, tu te dis ouais, moi je pense que c'est juste pour créer une mécanique d'environnement complètement hostile. Mais bon, pour faire un environnement qui soit plus la Terre et vraiment montrer que c'est les envahisseurs, quoi. Mais oui, pas juste des aliens. Globalement, j'avais gardé un excellent souvenir de La Guerre des Mondes qui a été beaucoup repris quand même après avec des blockbusters. On a eu, beaucoup repris, qui a beaucoup de schémas similaires qui se sont répétés après au coup de l'invasion d'extraterrestres. Ça a déjà été fait avant, je dis pas le contraire. Oui. Mais par exemple, on avait le coup de le film Battle Los Angeles, voilà. J'ai pas vu Battle Los Angeles. Vraiment, c'est un gros défouloir. D'accord. Un gros défouloir d'action, bien fait en plus, mais ultra patriotique, genre. Protéger mon pays. C'est ça, ouais. Voilà, bon, voilà, le schéma de l'invasion extraterrestre classique a été repris de nombreuses fois, effectivement. Déjà avec Mars Attack. Ouais, et dans beaucoup de films, effectivement, il y a une présentation du corps alien. Ça commence non. Il y en a une par exemple dans Independence Day où il présente le corps d'alien. Pareil, dans Battle Los Angeles, il disait il faut tirer là pour le buter. Il y a une étude de l'ennemi et justement il y a une démarche scientifique qui est faite dans le film en fait. Je crois dans La Guerre des Mondes, souvenir, il y a une scène comme ça où ils expliquent que les aliens ont ça. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de science. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La Guerre des Mondes. Je l'ai vu régulièrement. C'est un film que je peux voir beaucoup de fois sans trop me lasser, qui est vraiment, je trouve, magnifique. Il y a plein de plans super beaux. Mais pareil, par exemple, pour revenir sur Jurassic Park, de mon vieux Spielberg aussi. Spielberg. Il y a toute la scène avec l'animation justement qui explique comment le dinosaure a été ramené à la vie. Scientifiquement, bon, c'est très peu probable, mais c'est juste et c'est expliqué correctement. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens. Ça va pour le film, quoi. C'est des plus en fait. Oui, voilà. Parce que je trouve que quand un film arrive à tenir une cohérence scientifique, en fait, c'est toujours un plus pour le film, quoi. Bah, si le film peut se permettre de balancer une vraie référence, un truc qui est vrai, autant qu'il le fasse, plutôt que de dire non, on s'en bat les couilles. S'il peut te dire, il a un besoin de calmer un peu le rythme, comme c'est fait donc du coup dans Jurassic Park, pour amener les scènes après, parce que c'est Jurassic Park, c'était vraiment le but, c'était vraiment de faire vraiment, vous allez voir le dinosaure et de faire vraiment
durer la scène longtemps quoi. Ouais. Limite la technique de l'élastique pour vraiment tirer le truc, tu vas voir, tu vas aller voir tes dinosaures, mais attends 20 minutes avant, tu vois. Le principe de frustration. C'est ça, vraiment pour frustrer le spectateur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, moi ça me dérange pas. Si le film peut te dire pendant 2 minutes, te dire un truc vrai, t'apprendre un truc, tu toucheras moins con, bah c'est mieux quoi. Toujours plus, c'est toujours plus intéressant. C'est toujours un plus. Au moins tu peux pas dire que au moins le film essaie de t'apprendre un truc, essaie de te dire quelque chose. Là, je trouve ça intéressant. Il y a des films qui sont assez faussement intelligents dans le sens où il dit un truc mais qui est faux. Parlons-en. Alors soit c'est une intention de réalisation, auquel cas c'est nickel, je dirais rien. Enfin, si c'est bien fait, si c'est bien fait, comme je disais, selon moi je disais tout à l'heure, il faut un véritable savoir-faire. Mais par exemple, effectivement, dans des films comme 2012 ou des bons nanars comme En Quarantaine par exemple, j'ai encore des trucs à régler avec ces films. Dans le sens scientifique, en fait, ils te disent un truc qui est faux, un principe qui est faux. Oui. Et alors on pourrait se dire ok, pas de souci, mais le truc c'est que des fois des lois vont à l'encontre de ce principe là. Notamment le truc qui m'a bien fait tiquer dans Quarantaine. Quarantaine, d'accord. C'est ils disent à un moment c'est une mutation de la rage, ça peut pas se soigner. Alors je suis pas excellent en biologie, mais je sais que le premier vaccin qui a été inventé c'était le vaccin contre la rage. Donc non, ta gueule. Ouais, j'avoue. Mais après, ta gueule. Après ça peut être une mutation. Oui, auquel cas oui, mais enfin après ça soigne pas, tu dis que c'est une mutation, enfin t'expliques ça. Enfin c'était mal expliqué quoi. Et ça va contre le film au final. D'accord, le film se tire une balle dans le pied. Ouais, voilà, c'est une balle dans le pied de lui-même. Et là par contre, je peux que lui tomber dessus quoi. Bah oui, c'est sûr. Moi tu vois, bon, 2012. J'ai vu ta critique, j'ai vu ce que t'as dit, on va en discuter un petit peu. Discutons de 2012. There is the clash. Bon. Allez, dis-moi tout. J'ai vu 2012, ok, c'est complètement couillon, il y a plein de trucs qui vont pas dans 2012, mais pour moi, tu peux dire la même chose pour Lucie. Tu peux dire pareil pour Lucie, il y a plein de trucs qui vont pas scientifiquement, je parle de trucs scientifiques parce que là, on est sur le débat scientifique. Il y a plein de trucs qui vont pas scientifiquement, mais pour moi, dans l'esprit du grand spectacle, le film part sur un principe qui est un peu couillon, mais il joue la carte à fond quoi. En même temps, c'était un événementiel, le film serait sorti en 2014, personne ne serait allé le voir. Donc oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un film, tu le dis dans ta truc, c'est vraiment événementiel pour faire du fric. Oui, on est d'accord. Là, on est d'accord. Maillard. Mais bien, j'ai envie de dire, bienvenue au cinéma quoi. Au cinéma, c'est ça, c'est faire du fric, c'est ballot, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Mais je trouvais, honnêtement, avec 2012, je trouvais que c'était maladroit dans le sens où c'est le bordel quoi. Il y a juste un mec qui dit oh, il y a ça. Oh, oui, si tu veux quoi. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que le film essaye de rationaliser une prophétie complètement débile où tout le monde se dit mais c'est complètement con, c'est des Mayas, les Mayas ils se sont fait exterminer. En plus ça a été prouvé 30 fois avant que le film sorte. De toute façon les Mayas ils ont juste arrêté leur calendrier là parce que voilà. Ça a été déjà expliqué. Donc moi quand j'ai vu le truc je savais que c'était faux. Sauf que le film, pour te faire croire au truc, a une démarche du premier acte dont on parlait tout à l'heure, où il t'amène ce personnage du scientifique pour te parler du fait que il y a des vrais trucs et tout. Donc moi du coup j'étais dedans, je fais ah oui d'accord, ok, bon bah du coup là-dedans ça cogite tout seul et tu te dis ouais c'est vrai. Et du coup de toute façon tu sors du film, tu regardes, tu vois bien maintenant c'est bon, il y a rien qui pète, donc tu t'en fous. Le film tu vas passer un bon moment devant. Évidemment il y a des moments complètement couillons et la fin sur l'Afrique et tout. T'as pas passé un bon moment? J'ai vraiment pas passé un bon moment. Moi je trouve que tu vois, j'ai pas tendance à dire faut mettre son cerveau sur off et c'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire c'est que le film fait bien la démarche. Et le film c'est un gros morceau quand même 2012. Ça reste quand même un gros morceau. Faire un film événementiel sur une date comme ça qui est fait juste pour apporter du pognon parce que voilà c'est ça. Mais qui quand même doit quand même pas trop prendre les gens pour des cons et en même temps faire en sorte que le film soit assez réaliste pour que ça plaise à tout le monde et qu'il n'y ait pas des gens qui disent ouais mais ça dans le film ça va pas. Fallait des bollocks pour le faire. Pour moi j'ai quand même un respect pour ce film. Après, purement, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont kitsch. Quand tu vois la reine d'Angleterre avec ses caniches, bon j'y crois pas une seconde. Le truc des bateaux là, c'est n'importe quoi. Le truc de l'Afrique qui est plus au-dessus des autres, de caisse, de coups, je sais pas. Mais comme si sur l'Afrique t'arrives, t'as un plateau géant de 20 km de haut. Oui, ça se passe pas comme ça de toute façon. La géologie, c'est lent. Non, c'est n'importe quoi. Je dirais, juste pour terminer sur 2012, le plus gros argument scientifique qui a été complètement bâché par tous les internautes, c'est le coup du changement d'épaule. Ça prendrait
des millions d'années pour que les pôles s'inversent comme ça. Ce sera pas. Vous savez, les pôles ils sont toujours en mouvement. Hein. Ils bougent tout le temps les pôles. Hein. Il est jamais fixe le pôle nord. Ah ouais. Il bouge de quelques centaines de mètres, mais il bouge tout le temps. Oui, je me doute qu'il bouge. Je me doutais qu'il bougeait un petit peu, mais pas. Le centre magnétique. Voilà, d'accord. D'accord. Voilà, mais bon, donc, du coup, moi pour 2012, tu le regardes comme un grand spectacle, tu peux l'accepter. Après, il y a des trucs comme je disais tout à l'heure. Tu regardes, faut se dire, faut rentrer dans l'univers du film. Se remettre dans le contexte, essayer. Je dis pas que c'est simple, hein, pour certains c'est compliqué. Ça, c'est chou, ouais. Se remettre dans l'esprit du film, de l'époque, etc. C'est quelque chose de très important au cinéma. J'en parlerai parce que je vais faire une émission là-dessus. Enfin bref. L'instant pub. Hey, vas-y, Coca-Cola, placement de produit Coca-Cola. Du coup, oui, je disais, voilà, tu rentres dans l'univers du film, tu te mets, tu passes, pour moi, un bon moment. C'est un blockbuster un peu con, soyons honnêtes dessus. Il y a comme je disais, il y a plein de défauts, et de toute façon, tu les vois, le défaut. Je dirais pas que ce film est ouf, mais je trouve que pour moi, j'ai vu ta vidéo, je trouve que tu l'as bâché un peu injustement. Ouais. Mais scientifiquement, c'est de la merde, mais tu me diras, Star Wars aussi, scientifiquement, c'est de la merde. Mais bon, c'est une démarche. Voilà. Et c'est un film assez rare, c'est quand même un truc que t'as pas souvent. Ça faire un truc sur un événement c'est pas faux. Comme ça, c'est un truc que t'as pas souvent. Moi, je pense que ça aurait pu être vachement. Alors, je sais pas si ça a déjà été fait, je sais pas du tout, mais il y a eu une paranoïa sur les années 2000. Tu sais, comme quoi, c'est la fin du monde et tout. Une grosse paranoïa. À chaque fois qu'il y a un Diablo qui sort, c'est la fin du monde. Non, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai. Bah oui, à chaque fois qu'il y a un Diablo qui sort, c'est la fin du monde. Diablo, parce qu'il est là dans les. J'ai les deux. Oh putain, Diablo 4, c'est la fin du monde. Diablo 4, c'est la fin du monde. Oh putain, c'est. Ah ouais, putain. Bah oui, j'avais remarqué. Non. Bon, putain, révélation. Blizzard est dans le coup. Illumina. Bah bref, il y a un truc avec Blizzard. Mais d'accord, putain, ah ouais, truc de ouf, révélation. Mais du coup, ouais, avec les années 2000, il y avait ce truc de oh putain, oui, ça va être dingue. 2000, il y en a eu aussi. Et il y a eu cette paranoïa. Et on n'a pas eu. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait eu de films qui assument complètement ce délire. Ouais, 2000, tu vois. L'année 2000, genre l'année fin du monde, tu vois. Je sais pas si on en a eu. Il n'y a pas eu de films, des films événements, c'est pas facile d'en faire. Il y a eu quand même pas mal de films catastrophes dans les années 90, il y en a un bon paquet. Il y en a eu plein, je dis pas le contraire. Emmerich était chaud à ce moment-là. Ouais, Emmerich il balançait ses scripts, mais enfin, il n'a pas lu qu'il les écrive, il balançait ses films. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ce côté, il n'y avait pas ce côté paranoïa. Alors que là, ce film, c'est un film assez événement, et c'est des films assez rares. On en a pas beaucoup des films. C'est vrai. Mais moi, j'ai un respect pour ce film. J'ai été violent. T'as été violent, t'as été super violent. Moi, j'étais là, oh putain, le mec, il envoie la sauce. J'avais envie d'arriver, de te faire, calme-toi, ça va bien se passer, Louis, tout va bien se passer. Voilà, bon, tu lui remets, de toute façon, t'as ton avis là-dessus. Je pense que ça sera difficilement changeable. Non, mais c'est ça. Mais pour moi, je comprends effectivement ton truc. Mais voilà. Bon, du coup, parenthèse 2012 terminée. Voilà. On parlait donc des films auteurs SF science-fiction. Alors bon. Alors déjà on peut noter une différence avec les blockbusters. Oui. Déjà moi la différence, la première différence que j'ai avec les blockbusters, c'est qu'il y a peu de blockbusters qui parlent de science, mais il y a pas mal. Pour le peu de films d'auteur qu'il y a pas mal de films d'auteur qui parlent vraiment de science pure. Ouais. Notamment, j'en ai vu un qui est très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir, de vous débrouiller pour le voir. Acheter les DVD. De vous débrouiller pour le voir. Ça s'appelle I Origin. Est-ce que tu as vu My Origin, j'en ai entendu parler. Alors, c'est pas My Origin, c'est I Origin. Oui. Origins, voilà. Oui, d'accord. Okay. Je vais peut-être te parler un petit peu du film. Vas-y, parle ça. En fait, c'est un film qui. En fait, l'idée du film, c'est d'opposer science et religion. Et croyance. Enfin, pas religion, plus croyance. Ah, c'est pas mal ça. Je suis quelqu'un un peu cartésien. J'aime pas trop. Enfin, quand on me dit, bon, je crois un peu à tout ce qui est esprit et tout ça. Je crois à ce que je vois. Voilà, je crois plus à ce que je vois. Mais ayant vécu des trucs un peu comme ça dans ma vie, un petit peu il y a longtemps, des trucs un peu avec des esprits et tout. Je crois un petit peu aux esprits. Parlez-nous. Non, je vais pas raconter ça, c'est pas. Ça n'a pas d'intérêt, propre actuellement. De toute façon, c'est un truc. Enfin, voilà, on s'en fout. Bon. C'est pas intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ce film oppose croyance par religion, croyance et science pure. Ouais. Et donc on a ce côté, on a un personnage qui est un véritable scientifique qui a une relation avec quelqu'un qui elle est complètement croyante, enfin qui croit, qui a pas de religion propre mais qui croit. Et le film est vraiment très très intéressant parce qu'il prend des choses qui en fait comment dire. Je saurais pas dire si c'est plus c'est de la science-fiction parce qu'il y a vraiment une part de science. Donc il y a vraiment le mec c'est un scientifique qui travaille sur les yeux. C'est les yeux vraiment son domaine. Oui. Et du coup le film dit donc les yeux il bosse à fond là-dessus, il y connaît à donf là-dessus, il prend en photo les yeux des gens. Et du coup il est vraiment à fond là-dedans et il y a un peut-être spoiler. Non, je vais pas spoiler. Mais regardez vraiment ce film, il est vraiment
Il oppose vraiment les deux et c'est très intéressant parce que ça parle de science vraiment. Et là tout ce qui est plus fiction, c'est vraiment le côté croyance. Les arguments avancés, parce que moi donc du coup comme je disais, comme j'essaie d'avancer l'idée, je suis très réaliste quoi. Et quand je dirais pas cartésien, plus réaliste, mais quand les arguments avancés par la nana qui est dans la croyance sont vraiment implacables. Vraiment. Et c'est vraiment des trucs que moi je me suis senti vraiment, je me suis dit oh putain c'est très fort. Les arguments avancés par la fille dans le film, je te laisse découvrir le film, c'est vraiment j'ai entendu parler de celui-là, implacable. Moi j'ai pas trouvé réponse alors que j'étais vraiment dans un esprit de contradiction avec elle, j'étais fondamentalement contre son idée et pourtant j'étais vraiment en page blanche quoi, je savais pas quoi répondre, je savais pas quoi dire. Et encore maintenant après des semaines que je l'ai vu, je savais pas quoi dire. D'ailleurs du coup je l'ai regardé à l'annonce, tu m'as dit j'aimerais bien qu'on fasse un débat science, du coup je me suis renseigné sur ce film. C'est pas con, ouais effectivement. J'irai jeter un œil parce que tu m'as intrigué. Dans un esprit plus un peu film d'auteur pas connu, on a ce côté un peu plus brut, tu vois. Ouais. Alors sinon dans les films d'auteur pas connus justement, pour changer un petit peu de brut science. Brut science, on a les biopics. Ouais. Les biopics scientifiques, on a eu une belle flopée là, récemment. On a eu Imitation Game, on a eu Une merveilleuse histoire du temps. Je sais que je l'ai pas vlogué, voilà. Hein. Il y en a eu plein d'autres, des films sur des scientifiques, effectivement. Là, c'est la tournée là. Bon. Ouais, c'est vrai. Et là, vraiment, ce sont des films justement qui plongent au cœur des sciences et au cœur de l'univers du scientifique. Et c'est une autre façon justement de voir les sciences au quotidien, quoi. C'est vrai. C'est plus là c'est vraiment pour faire fantasmer les jeunes entre guillemets, c'est pour les faire fantasmer entre guillemets, je veux dire, c'est plus le côté théorique. Benedict Cumberbatch. Oui. C'est ça. Quand il a sa voix dans Smog, je fantasme. Ouais. Mais en fait c'est plus des films en fait qui vont parler des théories énoncées par les scientifiques, notamment Une merveilleuse histoire du temps, ça parle des théories du Big Bang. C'est brut de science là. Oui, c'est brut de science, mais c'est pas des films comme des films de Michael Mann par exemple où c'est brut de chez brut. Là, c'est des films qui adoucissent, je dirais, les sciences et c'est une bonne entrée en matière, je dirais, pour entrer dans un univers scientifique qu'on comprend pas forcément. C'est pas plein de théories vraiment pour les avoir vues. Bon, Imitation Game, non. Alors moi, Imitation Game, je l'ai vu. Alors, moi déjà, j'ai un truc, j'ai du mal avec les biopics. Parce que j'ai du mal avec les biopics, mais on va pas parler de mes goûts, c'est pas ce qui est intéressant. Je veux parler d'Imitation Game purement. Oui, effectivement, c'est intéressant ce côté un peu scientifique qui est amené. Mais est-ce que pour parler, parce que là on est dans la dimension auteur, je trouve pas que ce soit vraiment un film d'auteur. Pas vraiment. Ça peut-être, il y a quelqu'un derrière, on est d'accord. Il y a toujours ce quelqu'un qui est derrière. Je sais pas du tout. Mais on a quand même. Enfin pour moi, c'est pas vraiment auteur. Je dis pas vraiment que ce soit un film d'auteur puisqu'il est vraiment quand même très grand public. Imitation Game, il a fait quand même. Il est quand même grand public. Oui. Il est destiné à un grand public. Mais quelque part, c'est pas un film qui a pour vocation de concurrencer le marché mondial. Enfin, c'est vrai. C'est pas l'impression qu'il me laisse ce film. Il a bien marché quoi. Ouais, mais pour moi, je vais te dire, c'est une. Bon alors. Ça, je suis désolé, quand tu mets Benedict Cumberbatch en acteur principal, tu peux dire que le film n'est pas de vocation à avoir une projection mondiale. Après, de toute façon, il y a peu de films qui se disent non, on va faire juste notre petit bonhomme de chemin. C'est normal d'avoir l'ambition d'essayer de rafler un maximum de personnes pour que le film marche. C'est évident. Under the Skin qui a quand même qui est au sommet de sa gloire en ce moment, et là forcément c'est le film a fait parler de lui. Apple Seed bientôt de quand ça Apple Seed. Elle va faire Apple Seed si je dis non Apple Seed ou non c'est Ghost in the Shell ou Apple Seed. C'est pas énorme. Oui c'est un moi j'ai pas lu. Je les ai mais je les ai pas lus. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un comics très c'est plus un graphic novel, enfin je saurais pas dire exactement, je connais pas trop. Mais c'est un bouquin très attendu, une BD très attendue des fans et apparemment elle va vraiment faire ça va vraiment vachement bien. Okay. Et bon, vu que je connais pas trop, on va pas trop parler. Ils vont parler comics. Du coup, donc revenons sur Imitation Game. Moi, il y avait le côté moi je pense que c'est un film qui est trop destiné au grand public et du coup, il y a ce côté un peu adoucissement, tu vois, on essaie d'adoucir pour que tu comprennes mieux. Donc pour moi c'est pas vraiment, je pense qu'on est un peu hors sujet. Pour moi c'est pas un film, je dis pas que c'est brut, je dis juste que c'est un film qui pour moi dans sa forme en tout cas n'est pas vraiment destiné, enfin c'est pas un film d'auteur au sens public. Qui s'adresse à voilà. Pour moi c'est pas vraiment au niveau des films d'auteur, effectivement là on peut aller plus dans des domaines beaucoup moins par exemple pour moi alors c'est marrant parce que je viens de dire que ce film il mettait Benedict Cumberbatch en avant, mais Heure pour moi
c'est pas un film d'auteur. Parce que la communication de Her, elle n'était pas basée sur le côté... parce qu'effectivement, il y a Joaquin Phoenix qui est un très très bon acteur, il y a Scarlett Johansson qui est dans le film, donc 2 grosses têtes d'affiche, oui, quand même, mais on n'a pas basé la communication de ce film, on les a pas mis en avant, on vous a pas dit genre cet homme a inventé comme ça a été fait pour Imitation Game, cet homme a sauvé la guerre, cet homme a fait ça, on n'a pas vraiment misé là-dessus, on a fait vraiment un film intimiste, on a fait en plus un espèce de cocon, un truc vraiment un peu plus intime, tu rentres dans le film et donc c'était plus une expérience plus personnelle, donc pour moi c'est plus un film d'auteur, je pense que donc c'est dommage que tu l'aies pas vu. Heure, enfin si tu l'as vu tu m'as dit non je l'ai pas vu, tu l'as pas vu. Heure. Et du coup, j'ai un gros retard, c'est pas grave. Mais par contre pour des films de science-fiction un peu plus perchés, effectivement ah là tu vas dans le perché, ouais, carrément. Allons-y. On a fait les auteurs, maintenant on va dans les perchés. Non, pas vraiment le perché, mais enfin, je vais encore le redire, je vais encore me répéter, je le sais, mais Michael Mann, effectivement, qui lui vraiment fait des films bruts, quoi. Là, c'est l'informatique pure et dure, tu rentres dedans, tu fais. Ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, oula. Mais après, je pense qu'il pourrait être intéressant pour le cinéma en général d'habituer son spectateur à des notions scientifiques un peu plus poussées, en fait. Et j'ai l'impression qu'effectivement, alors je sais pas, je dis pas que c'est vrai, mais j'ai l'impression que cette tendance à vouloir un petit peu faire rentrer certaines règles implicites en fait, à rationaliser des trucs, ça arrive parce qu'on a eu Gravity récemment. Bon, alors c'est pas du film d'auteur. C'est le réel. Mais on a eu du Gravity, on a eu Interstellar qui est du réel à 200%. On en parlera après d'Interstellar parce qu'il faut en parler celui-là. Il y a le cas Interstellar, je veux en parler. Et il y a notamment, on a eu aussi un blockbuster qui est purement action, mais qui a été assez cohérent, avec un univers bien développé. Merde, c'est quoi? The Ender Game, voilà. D'accord. Ender Game, pas Hunger Games, The Ender Game, ou la stratégie Ender en français, voilà, chercher le nom en français. C'est un film en fait qui avait un univers assez bien développé. Personnellement, je l'avais bien aimé, la stratégie Ender, un film d'action avec un univers bien développé et une espèce de cohérence scientifique. Alors il y a quelques trucs qui sont un peu what the fuck entre guillemets d'un point de vue scientifique naturellement, mais c'est pas honteux, c'est pas honteux. C'est pas de la YOLO fantasy, de la YOLO scientifique quoi. C'est bien conçu, je trouve, l'univers était bien apporté. Et j'ai l'impression qu'effectivement c'est une tendance à Hollywood de vouloir tenter d'aller rationaliser un petit peu les univers pour que on fasse une transition plus un petit peu. C'est l'idée de l'époque, je trouve. Peut-être aussi justement. C'est l'idée de l'époque. Moi je trouve que les moi je pense un bon exemple là-dessus, c'est les super-héros. Oui. On est passé de super-héros vraiment un peu dans leur univers. Regardez Batman, il était vraiment dans un univers vraiment loufoque et tout. Et plus ça va, plus on se dirige vers des super-héros vraiment dans le réel, vraiment ancrés dans le réel, malgré le fait que ce sont des super-héros alors que c'est complètement irréaliste. Notamment il y a Superman, je sais plus de quand ça date, qui disait que en fait il était sa force, il la tenait grâce à la gravité de Krypton. Je crois que ça vient du remake de Snyder, non? Je sais plus. Tu sais, il y avait qu'en fait il disait que Superman était plus fort. C'est à la base de l'histoire. Non, c'est à la base. Je crois pas que c'est à la base. Bah, il me semble que si. Qui disent que sa force vient de la gravité de Krypton qui est supérieure à la gravité terrestre. Bah en fait du fait que oui c'est ça, du fait que sur Krypton il est. Ça vient de la base ou c'est plus ça? C'est de la base. Mais si parce que si à la base Superman il faisait des super sauts. Oui. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Donc il me semble que c'est complètement à la base et qu'en fait parce qu'il y a des Kryptoniens qui viennent lui casser la gueule. Zod ou Z, le connard dans le dernier, qui vient essayer de lui cataner la gueule quoi. Hein? Il a du mal au début à s'habituer à Et effectivement ça c'est intéressant justement ce genre de truc avec les comics aussi qui des fois essayent de rationaliser un tout petit peu l'univers. Bon il tire des lasers par ses yeux, faut pas déconner non plus. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on a une démarche assez bizarre, on essaie de rationaliser et c'est marrant parce que les gens tu vois ils vont faire chier sur Pacific Rim alors que c'est complètement pas réel. Pour le spectacle et bizarrement des films comme Man of Steel que moi j'ai bien aimé mais il s'est pris des bâches avec moi aussi j'avais pas bien aimé bon. Je trouvais que l'univers était bien apporté quoi mais j'aime bien il a été effectivement il a été bâché enfin il a pas été bâché justement Man of Steel il a pas été bâché on a dit bah non c'est cohérent alors qu'il y a un mec qui tire des putains de lasers par ses yeux mais c'est je sais pas les gens ont accepté ça alors que dans Pacific Rim, qui sont sortis presque à la même période, je dirais. Pacific Rim, c'est 2000. Attends, c'est écrit là. 2013. Ouais, 2013, ouais, d'accord.
J'ai un poster Pacific Rim. Oui, deux petits. Du coup, oui. Donc moi, je comprenais pas le public. Pourquoi est-ce que les gens ont été tatillons sur des trucs comme ça sur Pacific Rim? Bah c'est pareil. Alors que sur Man of Steel, ça passe. Sur Godzilla aussi, il a été torché par ça. Les gens disaient scientifiquement c'est n'importe quoi. As-tu déjà regardé un film japonais de ta vie? Non mais vraiment, si t'as vu un film japonais, tu peux pas dire que le remake de Godzilla est mauvais. Vraiment. Je dis ça vraiment. Voilà. Les films moi ce que je voulais dire, c'était que les films de SF plus auteurs sont assez bruts, prennent moins de pincettes avec le. Ouais, bah oui, c'est clair. D'où leur vision plus auteur. C'est pour ça que pour moi, Her par rapport à Imitation Game est plus. Intime, plus personnel. Du coup, bah, je pense qu'on arrive vers la fin. On a été assez exhaustif. On n'a pas été exhaustif, on a été très large. On a dit plein de choses. Il faudra essayer de récupérer les bonnes choses. Bon, du coup, les dernières questions supplémentaires. Vas-y, je te laisse me poser les questions. Si tu devais choisir 3 bons films de SF. 3 bons films de SF, et ben je dirais Blade Runner, qui est un de mes films préférés. Est-ce qu'on peut dire que Inception c'est de la SF? Oui, on peut. Ah, c'est clairement des idées de science-fiction, le volet dans les rêves, on peut dire que c'est de la science-fiction. Bon bah vas-y, alors on va dire il y a juste une déformation de la réalité qui est super importante dans ce film. Et bon bah non pas que ce souci, bah si c'est un de mes films préférés, 2001 Odyssée de l'espace, les 3 pour moi. Après il y en a, je vous avoue que Blade Runner faut le voir. Je vais faire un petit arrêt sur chacun. Allez. Blade Runner pour moi. Je fais un arrêt sur Interstellar, rien à foutre. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on parle vite fait, tu feras un arrêt sur Interstellar. Blade Runner faut le voir, mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment génial, c'est super bien, c'est à une époque et tout, il pose des questions et encore maintenant j'arriverai jamais à dire à me donner une idée fixe sur la fin. Il y a le 2 qui va sortir, je l'attends beaucoup, qui va donc être fait par Denis Villeneuve, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, il me semble, dans Pour Ennemi. Oui. Donc un film que j'espère qui va respecter mes attentes. Sinon, donc ça c'est Blade Runner, c'est un film que je pense qu'il faut voir. Après, le deuxième que j'ai dit c'était super, c'est Inception. Inception, je pense que tout le monde l'a vu, donc ça sert à rien que je vous en parle. Et c'est l'espace. Attends, une petite parenthèse Inception, c'est intéressant quand même parce que le film, justement, le côté du rêve se permet de déformer les règles de la réalité et de déformer la science, et là c'est justifié parfaitement. Et donc du coup c'est intéressant, on en a pas parlé, mais il est intéressant Inception. De toute façon, Nolan, en fait, il déforme un peu la science dans pas mal de ses films. Peut-être pas beaucoup Insomnia. T'as vu Insomnia? Insomniac, non. C'est Insomnia. Insomnia. Pas vu, non. Les mecs qui connaissent pas le nom des films quoi. Mais Insomnia, pas Insomniac, c'est Insomnia. Insomnia. Mais que bon, hein. Voilà. Du coup, alors moi si je devais choisir 3 bons. Attends, je finis juste, j'avais dit sur 2001 Odyssée de l'espace. Donc du coup 2001 Odyssée de l'espace. Coupe ta vidéo, va voir 2001 Odyssée de l'espace quoi. Il faut avoir vu ce film pour voir Interstellar, mais on va parler de ça. Alors du coup si je devais choisir 3 bons films de SF, je vais terminer par Interstellar du coup parce que voilà. 3 bons films de SF, alors merde. T'es prêt au dépourvu hein? Ah oui je suis prêt au dépourvu parce qu'en fait c'est moi qui prends l'affiche. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Je pourrais vous parler effectivement un film que j'avais adoré, Monsters, un excellent film de SF effectivement où il y a toute une recherche de l'univers qui a été développé et donc j'étais très heureux quand il a été annoncé pour Godzilla et j'ai pas été déçu. Donc en fait Monsters par Gareth Edwards, vraiment tout l'univers a été bien développé, il y a un côté de frustration qui est super bien géré et je trouve que l'univers est ultra bien apporté. Et ça a été vraiment une surprise, un orgasme cinématographique, disons-le. Moi j'ai bien aimé, j'ai kiffé l'expérience. Sinon, il y a un film que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais je l'avais adoré celui-là, Mission to Mars. Oui, effectivement, je l'avais vu il y a longtemps, mais c'était un excellent souvenir parce que vraiment c'était. Brian De Palma. Ah bah Brian De Palma, effectivement, c'était un très très bon souvenir. Faut que je le revoie. Faut que je le revoie. Dans la même lignée que Ghost of Mars, personnellement, que j'avais adoré de Carpenter. Mais Mission to Mars restait un peu plus haut dans mon cœur. Ah, ça me dit rien. Putain, Ghost of Mars. Ghost of Mars, il est excellent. Il est excellent. C'est vraiment un truc, c'est un défouloir ce film, c'est juste génial quoi. Ah ouais, merde. T'as du bon gros rock qui fait ça, t'as des putains de tarés, c'est génial. Moi j'étais juste, oh, c'est génial. Ghost of Mars, je te le conseille, de Carpenter. Ok. Dans la même lignée que Vampire, tout ça, c'est vraiment du bon gros défouloir. D'accord, bon. Et le dernier, Interstellar. Alors la parenthèse Interstellar. Interstellar en fait c'est un film qui m'a fait vraiment, qui m'a parlé à l'enfant qui était en moi parce que ça me filme parler de relativité, parler de l'espace, mais l'espace dans sa profondeur et dans toute sa complexité. Et du coup, ce qui est intéressant justement, c'est que le film a utilisé des théories qui sont des théories mathématiquement et physiquement prouvées. Et donc je vais faire une parenthèse sur la théorie du trou de verre, qui est pour moi l'une des plus grosses théories du film et qui est très impressionnante dans le sens où c'est exactement ça.
le trou de verre. Alors, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, rapidement, vite fait. On y va. Alors en fait, vous prenez une feuille. Là, vous prenez une feuille n'importe comme ça. Je vous prends la démonstration du film parce qu'elle est excellente. Vous mettez 2 points comme ça et vous vous dites quel est le chemin le plus court pour les rejoindre. Logiquement comme ça. Oui. Mais après, il y a une autre technique, c'est que tu prends les 2 points, tu les colles et tu passes comme ça. Seulement en passant comme ça, vous passez ni selon cette dimension-là, ni selon celle-ci. XY, c'est ça. Mais vous passez selon Z, donc la 3ème dimension. Et en fait, la 3ème dimension, c'est une espèce de déformation des deux premières dimensions. C'est ça la 3ème dimension. Et en fait, dans le film, c'est l'idée fait que vous projetez ça sur un espace à 3 dimensions. Et dans le film, le trou de verre, en fait, la 4ème dimension spatiale, c'est une déformation des 3 premières dimensions. Et le trou de verre, en fait, c'est exactement ça dans le film. Et c'est pour ça que ça m'a juste fait jouir au cinéma. Ah non, mais vraiment, au cinéma, je te oh voilà, et vraiment, Interstellar, c'est un film vraiment qui a collé la science à 200%, quoi. C'est qui en plus, et qui en plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Interstellar, sur Lucie et sur 2012, a réussi à coller un vrai principe de science, des vraies théories, vraiment un truc solide, et à amener du grand spectacle derrière, à amener vraiment quelque chose. C'est en plus d'être un film auteur, c'est un film grand spectacle, c'est un film que je respecte énormément. C'est pour ça moi, vraiment que ce film je l'adore. Et vite fait, un dernier truc aussi, un truc scientifique, une vulgarisation scientifique qu'on a tous tendance à faire mais qui est fausse, c'est de dire la 4ème dimension, c'est le temps. Non. D'accord. Non, le temps n'existe pas en tant que dimension spatiale. Et en fait, le film justement nous a donné un aperçu du fantasme de beaucoup de personnes. C'est la scène de fin quand il est dans les étagères avec tout. Alors excusez-moi si je vous spoil. Spoil hein, gros spoil alerte là, c'est trop tard. Trop tard. C'est pas grave. Je mettrai un temps. C'est la scène de fin, c'est quand ils sont dans les étagères de temps. Concrètement, si on devait projeter le temps en tant que dimension spatiale, c'est ça. Ce serait une espèce de bibliothèque d'instant. D'accord. Tu pourrais balader d'un instant. Bon, alors moi, je vais parler purement. Donc toi, tu parlais de la partie scientifique, je vais parler de la partie cinéma. Moi, cette partie-là m'a lâché. Parce que c'est quand même le climax du film. Je sais pas si t'es d'accord. Moi, c'est pour moi le climax du film. C'est le moment de ouf. Alors peut-être que mes attentes étaient très très hautes, mais moi, j'étais pas du tout dedans. J'ai vraiment décroché à partir de ce moment-là. J'ai bien aimé tout le film, vraiment. Je trouve que les acteurs sont bons. Casey Affleck que j'aime bien, qui est dans l'assassinat de Jesse James par le lâche John Ford. Tu l'as vu ? Oui. Oui, je l'ai en DVD très bien. Donc du coup, j'ai été très content de le voir dans le film. Il y a des acteurs qui apparaissent qui me font vraiment plaisir. Donc vraiment, j'étais très content. Et là, la scène dans les escaliers, enfin dans les espèces d'étagères machin, m'a complètement perdu. Mais pas pour les, enfin déjà. Bon, pour l'image, bon, c'est subjectif, donc moi j'étais pas dans le délire tout blanc, machin, volé comme ça, ça me parlait pas. Mais moi, ce qui me faisait kiffer, ce qui me faisait pas kiffer, c'était la discussion qu'il avait avec le robot. Je trouvais ça d'un ennui total. C'est-à-dire que le robot, il était là et en gros il lui donnait la réplique quoi. C'était presque, il lui disait non je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, et le mec il fait mais tu ne vois donc pas, et là il explique. C'était vraiment les deux discutaient pour se donner la réplique, et pourtant le robot c'est un super personnage, on le voit après, je baisse ton humour à 70%, donc c'est un personnage excellent, ça. Et pourtant c'était un personnage, et là je trouve que le personnage il a mis genre poker face, j'ai plus de personnalité, vas-y je vais dire ce que le réalisateur veut que je dise pour que les gens comprennent. Moi j'aurais préféré un truc plus un moment de flou, genre tu le comprends, enfin le mec il comprend mais il est pas obligé de te le dire, il comprend, il devrait paniquer et dire oh, putain faut que je fasse ça, plutôt que de faire je suis là et discuter avec le robot. Il n'y a pas le temps, pour moi il devrait foncer dans le truc, et du coup moi j'étais là, j'ai complètement décroché de cette scène. Par contre après la fin, bon la fin est correcte sans plus. Mais, non, la fin, moi je trouve que la fin c'est, je sais pas, j'avais trouvé elle est belle, en termes d'émotion elle est géniale. C'est assez marrant. J'ai pleuré moi à la fin. J'ai eu une petite larme. On a tous un peu pleuré, on a tous fait notre Durendal pendant le film, mais surtout moi j'ai pleuré plusieurs fois, mais pas comme une fille non plus. J'ai pas non plus chialé de ouf, mais il y a des scènes vraiment fortes en termes d'émotion, et c'est rare dans le cinéma de Nolan. Dans le cinéma de Nolan, je sais pas si moi je me suis intéressé à ce qu'il a fait. C'est vrai. Le seul que j'ai pas vu c'est le suiveur.
Le suivant, c'est son premier, ça. C'est le The Following. Le seul que j'ai pas vu, c'est celui-là. Mais sinon, vraiment, en termes d'émotion, c'est le plus fort, quoi. Vraiment, et c'est un film très fort en termes d'émotion. Donc, du coup, vraiment, il m'a tenu du début à la fin. Sauf cette scène-là. C'était vraiment le moment, pour moi, c'était un véritable trou de verre dans le film. Pour moi, vraiment, c'était le climax du film. J'étais aux anges. Moi, je l'attendais comme le climax et j'étais très déçu. Voilà. Bon, voilà. Fin de parenthèse sur Interstellar. On a bien parlé. On a bien compris que c'était donc un film super intéressant. Donc, juste pour finir donc sur Interstellar, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un super film qui part d'un principe scientifique brut pour amener plein de choses derrière, et c'est une performance pour moi. Parce que on a bien vu, on a vu avec 2012 et Lucie que c'est quelque chose, on dit au spectateur, bon, voilà, tu sais que ce que je vais te dire raconter c'est des conneries, mais vas-y, joue le jeu. Et peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu passeras un bon moment. On te demande pas de mettre ton cerveau sur off, on te demande d'essayer de rentrer dedans et d'accepter un peu que bon, c'est un petit peu, voilà, c'est bancal, mais en même temps, tant que le film est cohérent lui-même, qu'il part sur le principe qu'il est cohérent lui-même, ça va. Et ce que fait très bien Lucie et 2012. Et ce que fait extrêmement bien pour moi de Interstellar. Oui. Voilà, du coup, 3 mauvais films de SF ou un ou c'est moi qui commence. Allez, vas-y, commence. Prometheus. Voilà. À mort. C'est évident. Bon, je suis pas un hargneux sur Prometheus. J'aime beaucoup Ridley Scott, donc j'ai pas énorme de trucs à dire. T'aimes pas Ridley Scott là? Non, j'ai aucun problème avec Ridley. J'aime bien ce qu'il a fait avec Ridley, mais après avec Prometheus, je peux être beaucoup moins gentil que toi. Ouais, non, moi je trouve que il y a des trucs que j'excuse. Pour la suspension de l'incrédulité, c'est en fait ce qu'on dit, c'est-à-dire de dire le psycho par là. 2 secondes. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est la suspension d'incrédulité, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se dire bon bah ok c'est un peu couillon mais vas-y. Oui. C'est comme dans Star Wars quand ils disent voilà il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, dans Rubber où le film dit no reason, il y a aucun sens, donc du coup je peux pas trop reprocher ça au film. Donc du coup j'ai un peu ça dans Prometheus. Il y a des moments où je dis ouais bon c'est pas grave. C'est oui effectivement le vaisseau devrait pas bouger dans l'espace, où il devrait bouger, où je m'en bats les couilles. C'est pas grave. Le vaisseau et voilà on s'en fout. C'est vraiment pas important. Par contre, moi c'est les personnages que je trouve absolument horribles, l'histoire qui fait n'importe quoi, le respect à Alien, c'est pas flippant, enfin c'est nul. C'est raté sur tout ce que ça essaie d'entreprendre, c'est raté. Mais du coup sur les points, il y a des points de détail sur lesquels moi je. La réalisation est quasi irréprochable, je dirais. Moi. Ah oui non mais la réalisation est quasi irréprochable parce que c'est pas n'importe qui. Voilà. Quoi. C'est surtout le scénario qui chie en fait. Bon, donc, je disais Prometheus, c'était ma première déception. Bon là je vais être méchant, c'est Scanners. Scanners, c'est un film qui a très mal vieilli, de Cronenberg justement, on va parler de la Cronenberg. Ah ouais, bah oui. C'est un film qui a très mal vieilli, malheureusement, mais qui je pense mériterait un remake. Scanners. Donc voilà, un film que bon, je vous le conseille pas trop, c'est vraiment parce qu'il faut en citer 3 quoi. Mais sinon ouais non effectivement, c'est pas un film de science-fiction. On va dire 2 parce que c'est difficile de citer des mauvais films. C'est vrai que le troisième, j'avoue que le troisième, je regarde peut-être dans mes DVD, il y en a peut-être un qui me donnera envie. Ouais non vraiment pas. Vraiment, j'ai pas de film de science-fiction. Je pourrais vous citer comme mauvais film de SF, je sais pas moi, enfin tous les films à but d'exploitation. 2012. Voilà, 2012. J'ai un problème avec 2012, je suis désolé, j'ai un gros problème avec ce film. C'est la guerre avec lui, voilà. Des mauvais films de SF, hein, je réfléchis parce que vraiment, voilà. Des mauvais films que je vous déconseille fortement, peut-être un film assez connu quand même pour que je puisse m'amuser. Tous ces espèces de Matrix-like là, tous les films qui ont essayé de pomper des trucs à Matrix, je pense à Equilibrium. Voilà, ce genre de films effectivement tout pourrave, mal réalisés et incohérents avec eux-mêmes, qui pompent un univers quoi. Il y a des bons films dans le même genre quoi, dans le même genre qu'Equilibrium, il y a pas. Bon, je sais que c'est pas tout à fait le même genre, mais c'est un film, c'est une des thématiques qu'on vient de passer. iRobot par exemple, là c'est un bon film de SF. Je trouve que les thématiques sont bien présentées quoi. T'as pas l'air d'être enchanté par iRobot. J'aime pas iRobot. Ah bah j'aime bien ce film. Le coup de l'intelligence artificielle, mais par exemple voilà, des films de SF que je pourrais vous déconseiller. Terminator 3 et 4. Voilà. C'est de la merde. Bon ok, tu m'as mis un coup dans la gueule, enfin tu m'as dit que t'aimais pas, tu m'as dit que t'aimais iRobot, bon je vais rien dire sur ça parce que moi j'aime bien Terminator. Mais voilà, on va rien dire, on va pas se taper dessus, mais... Les films de SF que tu attends le plus du coup, pour terminer là-dessus. Alors toi je connais ta réponse, moi c'est Alien 5 et Blade Runner 2.
J'attends Alien 5 et Blade Runner 2. Peut-être même plus Blade Runner 2. Certainement plus Blade Runner 2. Alors attends, Vraiment. Ouais, bon, Star Wars 7, bien sûr. Je veux dire, c'est le film que j'attends le plus. Je me mastique sur les bandes annonces. Il est hors compète. Oui, je sais. Hors compète. C'est un film. Après, évidemment que je l'attends de ouf, mais pour moi, c'est plus Blade Runner 2. Ouais, Jurassic World aussi, non? Parce que voilà, Jurassic World. Je trouve, ouais, je l'attends énormément celui-là, parce que vraiment, pas forcément au niveau d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue film, déjà je l'attends énormément, parce que c'est de la science-fiction complètement. Sinon, alors. Vous allez me dire, mais il va jamais arrêter avec ça. Bon, j'attends à tout prix la suite des Godzilla, naturellement. La suite des Godzilla, parce que dans les Kaiju Ega, il y a une dimension science-fiction qui est omniprésente. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ça mériterait de s'y attarder. Je m'y attarderai dans ma chronique. D'accord. Instant pub, la chronique du Montarchois. Je m'attarderai dans ma chronique du Montarchois, mais il y a vraiment une dimension scientifique très intéressante dans les Godzilla, et voilà. D'accord. Voilà. Et bah écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Hein. Alors vous remarquez effectivement que la vidéo est sur ma chaîne YouTube, mais maintenant on va... On l'annonce, ouais, on va faire plus ou moins une émission qui sera sur 2 chaînes en même temps. Voilà. C'est un peu le principe. On va faire ça par playlist. En fait, on aura les playlists, tout ça, et on va garder la playlist en commun avec nos 2 chaînes. Mais en fait, ouais, on va essayer de faire des débats chacun dans notre coin. C'est ça. Donc toi, tu vas aller voir d'autres personnes, ce sera débat 3, 4, 5, mais par exemple, ça peut être Arthur. Et genre je sais pas, Mathieu par exemple. Mathieu. Oui, pourquoi pas Mathieu, mais d'autres gens. Et moi je pourrais aussi aller faire des débats dans mon coin, et de temps en temps on se réunira pour et on essaiera de faire une chronique régulière, quoi, tous les deux. Voilà. On essaiera régulièrement de se voir pour faire l'émission principale et les petits débats à côté qu'on a envie de faire avec d'autres gens, même pas forcément des petits sujets. Voilà, surtout des sujets principalement geeks. Là on a pas, enfin nous deux ça va être beaucoup cinéma, mais moi j'aimerais bien inviter des potes pour parler de trucs geeks, quoi. Bon, du coup ce sera plus drôle, le débat cinématographique sera juste le débat. Ouais, voilà, on va passer plus en débat, quoi. Voilà, mais moi je passerai. Mais effectivement ça pourra nous arriver de produire des débats pendant les vacances, tout ça, avec différentes personnes. Oui, chacun de son côté. On se réunira de temps en temps pour faire des débats cinéma. C'est ça. Bon, globalement on va essayer de rester très cinéma, mais on va mais on peut, enfin moi je pense apporter un peu de variété. Ça oui, ça peut être sympa. Moi je vais partir sur. Donc voilà, on vous l'annonce du coup. Donc là cette fois-ci cette édition sera publiée sur ma chaîne. Ouais. Mais voilà. C'est un pilote, enfin c'est un pilote. C'est un demi-pilote. Demi-pilote, quoi. Donc il y a déjà eu un épisode. C'est ça. Voilà, mais donc soyez attentifs, gardez la playlist en favori, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. On puisse améliorer. Voilà. On sait bien que c'est améliorer le concept et si forcément on est un peu parti en improvisation, on est beaucoup moins centré. Mais voilà, donc du coup merci du visionnage et puis merci à beaucoup. la prochaine. Ciao. Salut.